Bonjour à toutes et à tous. Pour célébrer son 30e anniversaire, l'École de cirque de Québec réalise des entrevues avec des personnes qui ont contribué à l'histoire de l'école. Aujourd'hui, nous accueillons Bernard-Serge Gagné et Pierre Guimont, deux architectes qui témoignent de leur contribution à la conversion de l'Église Saint-Esprit en école de cirque. Alors, nos deux invités, Bernard-Serge Gagné et Pierre Guimont, sont tous deux associés chez ABCP Architecture, qui a été fondée en 1987. D'abord établie à Saint-Hyacinthe, l'entreprise s'est déployée à Montréal en 1995 et à Québec en 2002, où elle concentre ses activités depuis 2006. ABCP compte aujourd'hui 8 architectes associés, dont Bernard et Pierre, et regroupe des architectes, des candidats à la profession d'architecte, des techniciennes, des designers d'intérieur et du paysage, un urbanisme, une graphiste et du personnel administratif. La firme ABCP conçoit des projets innovants pour améliorer la qualité de vie des communautés de façon durable et responsable. Ces interventions respectent l'environnement et visent à permettre la prolongation du cycle de vie et l'adaptation dans le temps des bâtiments existants, qu'ils soient anciens ou modernes, et l'École de cirque de Québec est un bel exemple. Plus individuellement, Bernard-Serge Gagné s'intéresse au design urbain, à la restauration, au recyclage et à l'insertion architecturale, ainsi qu'à l'architecture contemporaine. Il a étudié l'architecture au Québec, en France et en Turquie, où il a également travaillé. De retour au Québec, il a lancé son cabinet d'architecte en 1994 et enseigne à l'Université Laval. Il collabore avec ABCP depuis 2002 et a cofondé le Bureau de Québec où il agit à titre d'architecte principal et dirige la division urbanisme et design urbain au sein d'une équipe pluridisciplinaire qu'il a constituée. Bernard-Serge perçoit la ville comme un organisme vivant, un milieu de vie où tradition et innovation se côtoient, se superposent et s'entrelacent. La diversité des projets qu'elle réalise le captive, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'un quartier, d'une rue ou d'une place, pour un bâtiment ou des aménagements intérieurs, ce sont pour lui des prétextes à imaginer l'avenir. C'est un globe-trotteur invétéré qui s'inspire des lieux et espaces qu'il visite en voyageant. Alors, il a dirigé de nombreux projets. Évidemment, l'École de cirque de Québec est un important projet. Et on lui doit également le monastère des Augustines, qui a été primé plusieurs fois et nommé meilleure expérience touristique. Bernard-Serge est également engagé à titre de bénévole dans la conservation et l'amélioration des bâtiments et lieux historiques. Alors, bonjour Bernard-Serge, tu as vu ta vie défiler devant toi, là, hein? Absolument. Bonjour. Bonjour. Quant à Pierre Guimont, il a conçu des projets qui conjuguent confort, esthétisme, exploitation judicieuse de l'espace et efficience énergétique. Son approche s'appuie sur des principes de développement durable, de psychologie du comportement de l'usager et de perception du milieu ambiant. Diplômé en architecture de l'Université Laval, il a d'abord œuvré pour des firmes d'architecture reconnues et il a ensuite entrepris des études de deuxième cycle motivées par son intérêt pour la bioclimatique et les ambiances physiques. Il a agi à titre de chercheur et de conseiller en stratégie éco-énergétique et jusqu'en 2005, il a enseigné la conception architecturale, l'expression graphique, l'architecture durable et la physique des matériaux à l'Université Laval. Associé chez ABCP depuis 2008, Pierre y est concepteur et chargé de projets seniors. Il s'intéresse à l'architecture scolaire, sportive, industrielle, patrimoniale, ainsi qu'à l'habitation sociale. Au cours de sa carrière, Pierre a participé à plusieurs projets primés, dont l'école primaire de Grande-Hermine, l'école secondaire Waratinac de Wimontachi et évidemment les bureaux d'ABCP à Québec, ainsi que plusieurs projets d'installations sportives. Il s'intéresse aussi aux installations éphémères et artistiques et il a siégé au conseil d'administration du Carrefour international de théâtre de Québec. Alors, bienvenue, Pierre Guimont. Merci, ça fait plaisir. Oui, toi aussi, tu as vu ta vie défiler devant toi, devant tes yeux. Donc, c'est ça. Pour commencer l'entrevue, on va demander à Pierre et à Bernard-Serge
Bon, on sait que tous les deux, vous êtes... Bon, peut-être pas... Bernard Serge vient de Gaspésie. Alors lui, quand il était enfant du cirque, il n'en a pas vu tant que ça, ou pas qu'il se rappelle. Mais on sait que Pierre, lui, a vu des spectacles de cirque un peu plus traditionnels sous chapiteau. Mais on va leur demander quel est leur souvenir de cirque le plus marquant. Pierre, peut-être, pour commencer? Oui. Ou Bernard. Ou Bernard. On tire à pile ou face. Oui, Bon, vas-y, Bernard. ouais. Je me lance. Alors, pour ma part, après avoir été sensibilisé au projet de l'École de cirque de Québec, alors que justement le groupe se cherchait un toit, qui était pour l'église Saint-Esprit, qui était pour devenir l'École de cirque, au moment où j'étais engagé, j'ai participé à un colloque sur l'architecture de cirque à Bruxelles. Et lors de ces activités-là, en parallèle avec les activités, on est allé visiter une troupe de forains qui était à Charleroi. Et c'était vraiment une expérience merveilleuse et complète dans la mesure où on a assisté au spectacle mené par les forains. Les forains faisaient eux-mêmes le service à l'entracte, des rafraîchissements et tout. Et à la fin de la représentation sous chapiteau, on a été invités à manger avec la troupe. Alors, des tables ont été montées, une grande paella nous a été servie, puis pendant que les enfants faisaient de l'équilibrisme autour. Alors, ça a été un bain total, une immersion, puis je me suis pincé quelques fois durant la soirée. Oui, une immersion circassienne et architecturale, parce que les architectures de cirque en Europe, c'est pas comme ici. Ici, on connaît les chapiteaux surtout, mais en Europe, les architectures de cirque, c'est très varié et c'est un sujet de colloque sans problème. Toi, Pierre, un souvenir marquant? Oui, mon bain a été plus graduel, en fait, mon bain vers le monde du cirque. En fait, j'ai un très vague et vieux souvenir d'être allé aux Galeries Chagnon à Lévis sous un chapiteau pour voir un cirque traditionnel. Là, avec, mes souvenirs sont très vagues. Là, j'avais peut-être 6-7 ans. Donc, éléphant qui s'assoit, clown, bon. Paillettes. Paillettes, probablement, mais c'est ça, bleu, rouge et or. C'est pas mon plus marquant. Puis, donc, mon plus marquant était nouvelle expérience du Cirque du Soleil. Début des années 90, j'étais à l'université. À Sainte-Foy, à côté de la Tour d'Eau, le chapiteau. J'ai été vraiment marqué. Il y avait je crois, un Russe là, qui noyait. Arnautov, je crois, qui faisait des sangles aériennes. Oui, donc c'était spectaculaire. C'est ça. Puis donc les costumes, un peu d'histoire du chant, c'était complètement nouveau pour moi. Là. Je suis revenu le soir en me disant qu'est-ce que je viens de voir. Là. C'est fantastique. C'est réinventer complètement le cirque. Là. Cela existe. Oui, cela existe et ça a été le début d'une longue suite de spectacles du Cirque du Soleil auxquels j'ai assisté. Bon, puis on va rester avec Pierre, ton premier contact avec l'École de cirque de Québec. Je sais que toi, tu as vu l'école d'abord de l'extérieur. Tout à fait. Je n'ai pas commencé à travailler à l'École de cirque comme le mandat de Bernard. En fait, en 2002, on se promène à Limoilou, on voit un vieux triplex qui a besoin d'amour. OK. Et là, l'architecte se réveille. Ma conjointe et moi décidons d'entreprendre le projet de rénovation de ce triplex-là. Donc, c'est pas l'architecture du triplex qui nous a plu, c'est le secteur. Donc, c'était voisin immédiat de l'église Saint-Esprit. On ne savait pas en 2002 à ce moment-là que ça allait devenir le lieu de l'École de cirque de Québec. Donc, c'est vraiment l'ambiance de cette église-là comme voisin qui nous a plu au départ. Puis, on commence à découvrir le quartier qu'on ne connaissait pas. Je vais dire comme ça, la vibe de Limoilou. Là. Donc, les activités qui commencent en 2003 à l'École de cirque, les jours de cirque. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet organisme-là qui fait vibrer le quartier? Puis, c'est spécial parce que devant notre salon, on est directement vis-à-vis les grandes fenêtres des nefs, les grandes fenêtres de la nef, vis-à-vis le trapèze volant. Et le soir, donc, on voit les ombres chinoises
parce que c'est un verre un peu comme opalescent. Puis on voit les gens qui font du trapèze volant à partir de notre salon. C'était comme... Donc, l'école de cirque, tous les jours, vous avez vu l'école de cirque tous les jours de la maison. Exact. Là, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là, mais après ça, les enfants sont arrivés. Puis là, on s'est mis à suivre les cours de fin de semaine. Donc, à aller aux jours de cirque. Oui, les jours de cirque. Au printemps. Mm-hmm. Donc, c'était familial, c'était personnel. Ma première... un contact de voisinage, c'est ça, et de proximité. En 2005, quand je suis arrivé chez ABCP, j'apprends que c'est ABCP qui a fait la conversion. Alors là, c'est un projet fort pour le bureau, une conversion réussie d'un recyclage de biens d'église. Donc, c'est ça. C'était personnel, puis ensuite professionnel. Bon. Toi, Bernard-Serge, on pourrait dire que tu as vu ça de l'intérieur parce que tu as marché l'école. Tu as étudié l'église avant qu'elle devienne l'école. Oui, c'était mon église de quartier. Même je ne suis pas pratiquant, j'avais quand même cette curiosité d'aller voir. Alors, je suis rentré et je l'ai trouvé bien laide. Très beige. Tout à fait. Elle était tout en beige. C'était vraiment un peu mortel. OK. Je pense que j'aurais dormi si j'avais été assisté à un office. Mais c'est ça. Alors, ça a été mon premier contact. Ensuite... donc, une proposition d'études de recyclage au moment où l'Église a été abandonnée, du moins le culte l'a quitté. Et les premiers balbutiements, puis c'est ce qui arrive souvent, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut installer des organismes communautaires? Au total, ça se faisait. Au final, ça se faisait, mais avec évidemment des organismes dépendants de subventions non nécessairement récurrentes. Fait qu'il y avait un assemblage qui ne cadrait pas là, avec un pareil espace et une pareille charge patrimoniale, parce qu'un bâtiment tout en pierre, toiture de cuivre, ça prend des sous. Là. C'est pas pour rien d'ailleurs que la fabrique s'en départissait, c'est que la charge devenait trop lourde pour eux. Alors, ça a été mes premiers contacts avec le bâtiment. À l'intérieur de l'école. Alors, cette église Saint-Esprit-là a été construite en 1930. Alors, pour un peu situer les gens, c'est sûr qu'en 1930... le cirque québécois en 1930 n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Au début du siècle, qu'est-ce qu'on voyait, par exemple, dans la région de Québec? Les chutes Niagara étaient très populaires avec leurs funambules. Mais ici, il y avait les chutes Montmorency. Et il y avait des funambules, comme le funambule Hardy, qui traversaient les chutes Montmorency. Après ça, un peu avant les années 30 et après, mais surtout avant les années 30, les parcs d'attractions puis les expositions agricoles accueillaient des acrobates. Il y avait des acrobates, toutes sortes d'acrobates, là, dans des installations parfois extravagantes et spectaculaires. C'était populaire, ça, sur toute la côte est de l'Amérique. Bon, quand il y a eu la crise, ces parcs d'attractions-là, semble-t-il qu'ils sont tombés comme des mouches, mais avant et après la crise, les grands cirques en provenance des États-Unis se produisaient au Québec. Et dans ce temps-là, ils portaient le nom des propriétaires, les cirques. Alors, le Sells Floto Circus, le Colebross Circus, le Barnum and Bailey, et il y en a là-dedans qui voyageaient en train. Alors, on appelait ça des railroad shows. Il y avait des acrobates québécois qui travaillaient dans des cirques aux États-Unis. Mais ici, au Québec, il y avait des acrobates comme l'homme-mouche Ricardo, là, qui a fini tragiquement à l'hôtel Chicoutimi. Là. Il essayait d'escalader la façade et il est tombé. Mais il y avait aussi, par exemple, la famille Adriano qui se promenait dans le Québec. Et à cette époque, probablement aussi, les frères Gastoni, qui étaient Gaston Auger et ses deux autres frères qui faisaient du trapèze à 100 pieds dans les airs. Eux autres, ils fréquentaient beaucoup les expositions agricoles, entre autres. Donc, c'est ça, beaucoup de cirques américains. Et si l'Église Saint-Esprit a perdu une partie de ses fidèles pendant la guerre, 39-45, le baby-boom qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a repeuplé le pays autant que les églises. Hein? Et il faut se rappeler que le Québec a évolué rapidement. Au début des années 50, un habitant
sur 5, donc 20% des Québécois habitaient à la campagne. Et une fois la Révolution tranquille amorcée, le pourcentage en 1962 était descendu à 11%. Donc le Québec a connu de grands changements en peu de temps et c'est à la fin du 20e siècle que le cirque québécois a commencé à se développer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors voilà pour ce bref survol. Revenons à l'église Saint-Esprit. Dans quel état elle était? Comment décrire l'église Saint-Esprit d'abord? L'église Saint-Esprit, l'architecture est en forme de croix. Ça, c'est important. Exact. Alors, c'est en forme de croix. Et là, vous avez parlé tantôt de la nef. Bon, il y a le transept, qui sont les deux ailes de la croix, appelons-les comme ça. Hein, ça, c'est un axe de l'architecture de l'église. Comment décririez-vous, pour les gens qui nous écoutent, l'architecture de l'église? Oui, c'était beige, là, mais... C'est pas que ça. Mais ça, c'est la couleur. Mais comment était structurée l'architecture de l'église Saint-Esprit? L'église, c'était une des nombreuses églises de Limoilou, mais il y avait un peu de l'enflure d'une paroisse à l'autre. Ce qui fait que, évidemment, en avoir le plus haut clocher, c'était assez intéressant. Je crois que c'était le plus haut clocher. Il était très pointu. Il avait une flèche qui est maintenant disparue. Justement, la flèche était construite de bois et de recouverte de cuivre. Okay. Et au fil du temps, le bois s'est dégradé. Ils ont dû l'abattre parce que sinon, les travaux d'entretien ou de reconstruction auraient été trop chers pour la capacité de la paroisse. Alors, elle a été arasée. Du moins, sa partie cuivre, la partie pierre est demeurée. Sinon, l'espace est très généreux. La voûte, là, je ne me souviens plus de la hauteur de la nef principalement. La nef, c'est l'axe central. C'est l'espace central. L'espace central, là, on parle de l'intersection entre les deux bras de la croix, c'est-à-dire entre le transept et le... L'imagerie, puis la dénomination de la nef, ça fait référence au bateau aussi. Hein? Oui. Alors, la nef, c'est le volume principal. C'est celui longitudinal là, qui nous mène au cœur, qui est l'aboutissement de la nef. D'accord. Et les transepts, ce sont effectivement les bras de la croix. Alors, l'église est munie d'une voûte plein cintre, alors une voûte en demi-cercle qui fait toute cette longueur et qui fait... il y a une voûte secondaire qui fait les transepts aussi. La particularité aussi de nos églises au Québec et de celle-là, déjà le sol n'avait pas une capacité portante fabuleuse, alors ils ne pouvaient pas creuser tellement, mais ils ont fait un sous-sol qui est vraiment très dégagé. Alors, le niveau bingo, comme on l'appelle. Je connaissais pas l'expression. Est généreux, il est fenestré. Et ça, c'était une autre caractéristique qui s'est avérée comme très intéressante là, par rapport au déploiement de l'école de cirque. Évidemment, elle est tout en pierre. Son architecture extérieure est assez intéressante. Puis avec un grand parvis, un grand emmarchement qui était autrefois d'une seule volée, mais on le verra peut-être plus tard dans la discussion, qui a été modifié au fil du temps. Bon, d'accord. Alors, bon, là, vous trouvez, ça c'est un peu l'état des lieux quand vous arrivez une fois que le projet, parce que là, bon, là, il y a des démarches à faire, le projet est accepté. Et une chose qui est importante, c'est que à la base, le projet était fait pour être réalisé par étapes. Hein? Ça, c'est pas un projet qui allait se faire dans une seule une seule fois. Ça allait être des étapes, différentes étapes sur plusieurs années. Donc, c'était quoi les grandes lignes du plan de conversion de l'Église Saint-Esprit en école de cirque? Au moment où j'ai commencé à fréquenter l'administration du cirque, l'école de cirque, qui était d'ailleurs qui cohabitait et partageait des espaces avec le cirque EOS, la troupe EOS. C'est important. Oui, puis c'était ça qui a produit de magnifiques spectacles, je pense. Puis j'ai encore une bande sonore que j'écoute régulièrement. Et donc, ils étaient à ce moment-là dans les bâtiments d'Exposité, dans le pavillon de la jeunesse. En aréna. Oui, c'est ça. Puis pas le plus beau, avec trop de colonnes. Et
Alors, ils rêvaient d'un espace à eux parce qu'ils, de façon saisonnière, ils devaient céder la place pour le hockey. Alors, l'Église se libérant, c'était d'intérêt pour eux. Ils avaient alors une clientèle d'à peu près 300 personnes. Quand même. Alors, quand on a planifié l'Église, on a dit, OK, ça va grandir cette affaire-là, on est plein d'espoir. On va être bon pour en accueillir 600. Alors, après la première année, il y en avait 1200 inscriptions. Et ça a grandi encore par la suite. Alors, ce qui est quand même bien dans tout ça, c'est que je pense qu'on a su aménager l'Église, maintenant École de cirque, en fonction de ces espaces, de la générosité des espaces pour faire une attribution de fonction qui soit la plus logique. On a toujours visé la polyvalence. Par exemple, au niveau de l'aménagement de la nef, on a étudié plusieurs considérations, plusieurs configurations des sièges, notamment en gradin pour des productions. On sait que les productions, c'est quand même momentané dans l'année, mais il y avait cette volonté-là de pouvoir permettre que l'année durant, les gens apprennent le cirque, le pratiquent, mais puissent s'y produire aussi. Alors, entre autres, à la croisée du transept, il y a une configuration qui est possible avec une piste de dimension standard de cirque, tout autant qu'avec un gradin unique à l'arrière, qu'avec des gradins latéraux en face à face. Alors, tout ça était souhaité pour offrir le plus de possibilités possibles. Le dégagement de la grande voûte permettait évidemment tous les aériens avec tout l'espace que ça requiert, incluant le trapèze dont Pierre parlait tout à l'heure. Oui. Où d'ailleurs, on est venu faire une petite encoche dans la voûte pour être sûr que les gens qui se lancent en trapèze aient tout le mouvement, le dégagement du mouvement possible. Et le niveau bingo, comme je le nommais tantôt, avec ses caractéristiques de grande hauteur, il permettait aussi de recevoir une autre partie de la clientèle. Alors, on a dit, plus grands espaces dans la nef, les adultes en prédilection, les jeunes au sous-sol, alors que les espaces sont moins généreux. Quand on dit les jeunes, on parle du récréatif, là, évidemment. Exactement. Et pour quand même offrir plus de flexibilité, on a creusé dans le sous-sol des fosses pour installer les trampolines, ce qui était assez intéressant parce que ça permettait un dégagement vraiment intéressant pour les gens qui les utilisaient, mais aussi pour la sécurité des jeunes, parce qu'ils marchaient d'un niveau de plancher au niveau trampoline sans différence de niveau. Alors, le sous-sol aussi permettait d'être compartimenté pour recevoir la salle de danse, les salles de pratique, etc. Donc, c'est ça, la façon dont ça a été vraiment pensé pour être polyvalent, pour que les configurations puissent changer selon les besoins. Exact. Donc, c'est ça. Le développement était prévu par étapes dès la conception. Donc, la première étape, qu'est-ce que ça a été? Mettons la deuxième, ça a été quoi? La première, t'en as comme parlé, là. La première, c'est vraiment d'entrer, d'occuper les lieux, etc. La deuxième, ça a été d'agrandir par l'intérieur. OK, comment on fait ça? À vrai dire, c'est peut-être plus la troisième, mais j'y reviendrai tantôt. La deuxième intervention d'importance dans l'aménagement intérieur, ça a été de créer des mezzanines dans chacun des transepts. Alors, d'un côté, pour pouvoir accroître une superficie de plancher et notamment installer des trampolines avec la possibilité de marcher sur le mur. Là. Les trampes au mur. Trampes au mur, voilà. Mon vocabulaire s'est atténué avec l'absence d'usage de cirque. Puis, de l'autre côté, pour loger des espaces d'enseignement, bureaux, etc. Ça fait que ça... Et on a aussi construit une mezzanine au sous-sol. Alors, ça vous donne l'idée que le dégagement était quand même assez bon pour installer des casiers et d'autres bureaux. Alors, ça a été, d'agrandir vraiment par l'intérieur
et avec toujours quand même la possibilité d'un agrandissement éventuel de l'école. Dès 2001-2003, là, on a prévu les choses de façon à ce que le transept sud puisse s'ouvrir éventuellement sur un agrandissement qui longerait la rue. Alors, l'idée était encore une fois peut-être de relocaliser certains espaces dans des configurations plus généreuses que ce qui était possible à l'intérieur. Puis agrandir un des bras de la croix, là. Rallonger un des bras de la croix. Rallonger, mais imaginez, vous avez la croix, puis vous rajoutez quelque chose de parallèle à la nef, le long de la rue. Alors ça aurait permis justement de désenclaver certains espaces à l'intérieur, puis d'optimiser dans le fond la pratique des lieux, l'usage des lieux avec des dimensions physiques les plus optimales. Bon, ensuite, l'église était configurée déjà, avait des forces et des faiblesses. Ça a été quoi les défis liés à l'architecture de l'église? Bon, moi, je pense évidemment au son, parce que arrivant d'un aréna, où le son, c'était épouvantable. Là. Bon, une église, c'est quand même assez écho. Comment vous avez relevé ce défi-là de gérer le son dans une église? Ça avait été déjà en partie géré au plafond, sur la voûte de plâtre. Dans le fond, il y a des carreaux de carton qu'on appelait des Donnacona Tiles. C'était fait, devinez où? et donc, ça avait été appliqué déjà dans l'église. Oui. Et c'est d'ailleurs ce matériau-là qu'on a enduit d'une couleur bleue, là, qui a comme fait la transfiguration là, de l'église. Mais essentiellement, sinon, comme on avait du terrazzo au sol, les tapis de pratique sont venus comme aider. Absorber un peu. C'est pas encore optimal, là, mais quand même, je pense que ça fait le travail. Mais là, quand on entre dans l'école, puis qu'on voit tout ce qui est bleu, est-ce que c'est tout du panneau acoustique ou il y a aussi du décoratif là-dedans? C'est principalement les panneaux acoustiques qui ont été peints. Donc il y en a quand même, tout le plafond est bleu, là. Ouais. Hein? Ça, peut-être pour l'anecdote, le budget était vraiment très serré en 2002-2003. Puis on examinait ce qui était possible de faire pour optimiser les fonctions. Puis là, j'ai dit au directeur d'alors, Bruno Paradis, Bruno, il faut qu'on fasse quelque chose là, pour métamorphoser ce bâtiment-là. Puis j'ai dit, ça va te coûter 10 000 $. Es-tu capable de réserver ça? Et c'est là j'ai dit, bon, on fait l'application de la peinture bleue en question. Dans le temps, c'était juste 10 000. Wow! Et donc, c'est survenu. Puis là, ça a comme été le point de bascule là, entre c'était une église, c'est maintenant une école de cirque. On s'est retrouvés là, dans une autre ambiance. C'est fou, mais c'est vraiment ce qu'on a tous ressenti. Mais ce bleu-là est très caractéristique. Moi, quand on voit des photos, on le remarque. Puis quand on est sur place, on le remarque aussi. Je pense que ça devait être pour aller à l'extrême du beige. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Oui, puis c'était quand même une couleur qui permettait aussi, lors de production, de bien découper les personnes en aérien qui étaient éclairées. Là. OK, le bleu, ce beau bleu. Un autre défi acoustique. Quand on recycle une église comme ça, on ne veut pas la dénaturer. Donc, on veut garder les voûtes intactes, les voûtes et le transept. C'est un immense espace qu'on n'aime pas découper. Alors là, quand on fait, mettons, une mezzanine, puis qu'on dit que ça va être des gens qui vont travailler en administration, on ne peut pas faire une grande cloison opaque en gyps pour couper le son. Ça ferait comme perdre un bras. Là. Ça ferait, ça. Donc, pour garder la voûte, c'est tout sauf du cachet. C'est ça. Le transept nord, où on dit tantôt le trempeau mur, puis sur la mezzanine, c'est de la gymnastique. Ça, c'est tout ouvert. Mais le transept sud, c'était voué à de l'administration, des bureaux administratifs. Donc, c'est fermé par une paroi de verre. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait mettre pour couper un peu de son. Donc, il y a quand même un défi que les gens qui travaillent en administration ont encore un fond de bruit, d'activité là, qui se passe plus en contrebas. Donc, c'est pour le futur.
C'est ça. Donc, éventuellement, les projets futurs, c'est d'amener l'administration ailleurs et dégager cette mezzanine-là pour des activités de cirque qui est... Oui, puis bon, pendant que tu parles, Pierre, oui, on a parlé beaucoup de l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'intérieur de l'école par rapport à la conversion, première étape, deuxième étape, troisième étape? Bien, peut-être ce que j'ajouterais, c'est que quand on s'est dit, OK, comment ça... Les bureaux, avec des espaces aussi vastes, c'est pas évident d'en installer. Alors, on est plus allé récupérer des petits locaux à gauche, à droite, pour ce qui faisait que l'équipe administrative était quand même éclatée et divisée. On a eu les discussions autour de est-ce qu'on ne devrait pas sortir ça, les mettre ailleurs, dans un autre bâtiment. Puis, rapidement, avec le directeur du temps, Yves Neveu, on s'est dit non, c'est trop important que les administrateurs, le personnel qui gère cette école, soit en contact quotidien avec leur réalité, la réalité des gens qui le desservent. Alors, c'est pour ça qu'en dépit de l'éparpillement, ce qui est encore un peu le cas, là, il y a ce bienfait-là. Je ne dis pas que c'est parfait, là, mais je pense qu'il y a ce bienfait d'interaction humaine. C'est ça, que les gens qui administrent voient le progrès aussi des élèves avec lesquels ils sont en contact. C'est quelque chose d'important. Bernard, là, tu vas nous... pas Bernard, excuse-moi. Pierre, tu vas nous parler du parvis, du côté extérieur. Oui. Toi, tu as travaillé beaucoup là-dessus. Oui. À la base, comment c'était ce parvis-là? Parce que là, actuellement, on voit, la sortie, les portes, la sortie, il y a un palier, il y a des escaliers, il y a comme un autre mini-palier. C'est ça. Ben, en fait... Comment c'était au départ? C'est que, après la conversion, et avant les gros travaux de rénovation de 2010, le parvis était en fin de vie. Donc, le parvis est sur une structure de béton, sur un vide sanitaire, et cette structure de béton, les limons de béton étaient en train de s'égrener et le parvis menaçait de s'effondrer. Donc, en 2007, c'est ma première intervention, on me demande de rénover, restaurer le parvis. Et donc, là, on me dit, là, le budget est limité, le budget est à 300 000. Quand ne l'est-il pas? C'est toujours, c'est ça. Donc, l'intervention de 2007, c'est rénovation du parvis, mais on me dit, pense plus loin qu'une rénovation simple, de solidifier les choses. Donc, pense à peut-être qu'un jour, le devant de l'église va devenir un endroit pour les jours de cirque, pour faire des activités extérieures et tout ça. Donc là, le parvis est très grand, prend toute la largeur, presque toute la profondeur entre la deuxième avenue et la façade, parce que le parvis est en 2 volets. Une volée? Des volets d'escalier. Donc, une volée d'escalier, c'est un enchaînement de marche. D'accord. Donc, il y a la première... Parce que c'est quand même assez haut. Entre le niveau du sol et le niveau du rez-de-chaussée, c'est très haut. Donc, une seule volée, ça aurait été vertigineux. Donc, à l'époque, ils ont fait ça en 2 volets. Donc, une première volée, un palier de dimension assez large, mais pas assez large pour faire une activité. Et une deuxième volée, qui fait que ça prend beaucoup d'espace. Fait que là, on me dit, essaie d'imaginer quelque chose pour permettre d'exploiter la façade avant. Alors là, ce qu'on imagine, c'est une place. C'est une place publique, une place invitante qui va donner sur la 2e avenue. Et donc, pour faire une place comme celle-là, ça prend de l'espace au bas du parvis. Et il n'y en a pas assez. Il y a juste l'espace pour des stationnements véhiculaires, qui est quand même pas agréable pour une devanture d'église. Oui, bien surtout si tu veux faire des spectacles. C'est ça. Donc là, on s'imagine une place. Et pour faire cette place-là de dimension assez grande, il faut couper dans la dimension du parvis. Donc, on imagine une place surélevée où il y aurait des marches entre le trottoir de la 2e avenue et la place publique. Donc, on a fait 5-6 marches à cet endroit-là pour surélever le sol au complet. Et donc, le grand parvis à 2 paliers peut devenir un parvis à un seul palier, donc pour dégager une place entre le trottoir et
et l'entrée. Mais tout ça, là, toute cette idée-là, là, je veux dire, tu as quand même eu une méthode pour faire ça. Oui, bon. Oui, en fait, puisque j'habitais à côté, je suis allé m'asseoir. J'ai pris une chaise de mon patio. Je suis allé m'asseoir sur le trottoir de la deuxième. Puis parce qu'on parlait à un moment donné de faire un encastrement dans le pavé pour faire une scène. Puis il y avait toutes sortes d'idées sur la table. Puis, je me suis posé 1 heure. J'ai regardé. Puis c'est là qu'est venue l'idée de couper le palier intermédiaire du parvis, de faire une première, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça allait, donc le parvis en une seule volée, vertigineux, allait exister pendant plusieurs années parce qu'on n'avait pas l'argent pour faire la place publique. Donc pendant plusieurs années, on a eu un parvis assez vertigineux avec une grande volée. Quinzaine de marches là, sur une grande largeur. Vous imaginez quelqu'un là, avec des mains courantes, évidemment, pour pas que les gens tombent. Mais c'était voué à être une première étape pour solidifier le parvis, refaire toute sa structure. Ça a été un gros chantier quand même. Avec chacune des pierres numérotées. Numérotées, exact. OK, parce que là, la construction est là, mais il faut la défaire et la refaire. C'est donc, ça. D'où la numérotation. Mais puisqu'on a enlevé le palier, ça a changé complètement la configuration des pierres, mais on a quand même réussi à récupérer toutes les pierres et les marches, mais sur une nouvelle structure de béton. C'est drôle parce que c'était une anecdote, c'est que quand j'étais assis comme ça, puis que je croquissais devant il y a un personnage, une personne que j'ai côtoyé à Limoilou pendant plusieurs années, pendant les 15 ans que j'y ai habité. C'est un gentil monsieur toujours souriant qui chantonnait toujours, puis qui avait toujours un paquet de papier. Un personnage de Limoilou qui fait la couleur du quartier. Du quartier. Puis là, il m'arrête, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, j'imagine une place publique pour la devanture. Puis là, il se met à me parler de numérologie, puis que l'Église a été conçue avec le chiffre 8 en plan, en élévation. Okay. Puis là, il se met à me parler du chiffre 8, puis il voyait le chiffre 8 partout. C'était une conversation que un peu surréaliste, encore. Hein? Puis c'était surréaliste, puis moi, la numérologie, c'est pas... Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, quand on fait l'Audi de 2010, c'était en 2008, on fait un Audi pour les travaux majeurs. Bon, attends un petit peu, petite parenthèse. Un Audi, ça veut dire quoi? Oui, un Audi, c'est de décrire les travaux qui sont à faire. Okay. Donc, autant les travaux d'entretien que des travaux d'amélioration locative. Donc, vous avez fait votre travail d'architecte et là, vous parlez de ce que vous voulez faire à qui? Ben, c'est pour décrire... Dans le fond, on décrit les besoins en entretien, en intervention nouvelle, puis pour déterminer un budget. OK. Aller chercher les D'accord. Alors ça, qui regarde, donc, qui voit ça? Donc, l'école? C'est l'école qui est le demandeur, okay. Qui s'en sert comme outil pour aller chercher le budget, pour faire tous les travaux. mais bref, tout ça pour dire que quand on a conclu l'Audi, puis que le budget était de 4,4 millions. J'ai pas pu ne pas voir le chiffre 8. Ça me fait bien rire. Une coïncidence. Aussi, oui, continue avec... C'est ça. Donc là, après les travaux de l'Audi de 2008, les grands travaux de 4,4 millions, qui étaient quand même un budget considérable, puisque les travaux de départ étaient de combien, Bernard? On va passer une autre... Bon, donc c'était beaucoup plus... Je pense que c'était 3 millions. C'est ça. C'était plus important que les travaux de recyclage d'église. D'accord. Alors là, c'est là qu'on a ensuite fait les travaux de 2010 à 2011, qui sont... si on peut les énumérer, c'était la toiture en cuivre. D'accord. Refaire la toiture complète, refaire toutes les contre-fenêtres de l'église. Oui. J'ajouterais, Pierre, dans la continuité de ce que tu viens de dire avec le parvis espace public, une grande étape de transfiguration aussi de l'Église, ça a été l'ouverture des portes à l'avant. Oui, ben c'est ça. Si tu y oui. OK, oui, j'ai fait un aparté, mais quand j'étais assis devant l'Église, les portes sont très belles, les portes en bronze, mais sont fermées. Donc, il n'y a pas de dialogue entre l'activité intérieure et l'activité extérieure. C'est toujours des portes fermées. C'est là qu'on s'est imaginé de retirer ces portes-là, de les restaurer. Puis, à cette époque-là, on s'était dit quoi faire avec ces portes-là pour les garder, pour les présenter. Parce qu'elles sont très belles. Il y a de l'imagerie, il y a des sur ces portes-là, embossées. Là. Donc, c'est des scènes.
Fait qu'on s'était dit, on va les mettre, parce qu'il y avait quand même un enjeu à l'école, c'est que l'entrée n'est pas l'entrée... non, l'entrée de l'église, l'entrée de l'école, c'est pas l'entrée de l'église. L'entrée de côté, l'entrée fonctionnelle est de côté. Puis c'était toujours un enjeu. Les gens disaient, bon, elle est où l'entrée? Puis elle n'était pas facilement repérable. Fait que quand on imaginait la place publique, on s'est dit, on va faire un élément signal vers l'entrée du côté sud. Puis on s'est dit, on pourrait mettre l'enchaînement de portes pour faire comme un petit musée extérieur pour montrer ces portes-là qui mèneraient vers l'entrée fonctionnelle. Puis à l'époque, je me souviens plus qui avait l'idée. Je pense que c'est Yves Neveu qui était le directeur de l'école. Il dit, pourquoi les portes? On les laisserait pas en place, mais en position ouverte. Alors, parce que nous, on voulait absolument que ces portes-là deviennent vitrées pour voir l'activité à l'intérieur, dialoguer avec entre la fonction et l'urbain et l'espace urbain. Donc, Yves, je crois que c'est Yves qui avait dit, mettons-les en place en position ouverte et mettons les portes de verre fonctionnelles derrière. Donc, ça était un geste vraiment intéressant de porte ouverte. Quand on parle de porte ouverte, comme des bras. C'est littéralement, exactement. C'est des bras ouverts. L'accueil. Ils sont ouverts vraiment à 80, à 110 degrés, là, vraiment ouvertes, là, comme des bras qui sont tendus. Puis on est dans un paradigme aussi là, de psychologie du comportement, de la perception de l'usager, de la façon dont on vit les espaces, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis qu'est-ce qui appelle aussi les gens à aller vers c'est intriguant, bâtiment. C'est intriguant. On marche sur la rue le soir, puis on voit la voûte bleue directement de la rue et des gens qui font des activités de cirque. C'est un appel. Oui, et ça a permis en été, entre autres aussi, aux circassiens de sortir dehors, de se pratiquer en jonglerie, sur le parvis. Ça fait que ça a vraiment été l'ouverture sur le quartier qui s'est concrétisée avec ces gestes. Oui, puis pendant les jours de cirque aussi, c'est un élément important là, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Puis ça, c'est un lieu de présentation du cirque aussi. Là. Donc là, le parvis est devenu aussi les estrades pour s'asseoir, pour pouvoir... regarder le spectacle qui se passe sur la place publique en contrebas. Bon, alors le parvis, c'est un lieu d'accueil qui mène à l'intérieur. Maintenant, ce serait quoi l'inauguration. Quand il y a eu une inauguration de l'école, là, quand ça a été prêt, là, puis que les gens sont arrivés, comment ça s'est passé? Bien, vous parlez à quelle étape? Parce qu'il y en a eu comme plusieurs. Bon, alors, la première inauguration, mettons, la deuxième, la troisième et la première inauguration, comment ça s'est passé? Évidemment, il y avait des politiciens qui prenaient un peu trop de place. mais sinon, évidemment, ça a été justement une opportunité de présentation, de prestation. Ça fait que ça a été quand même l'enchantement. Là. Puis, en parallèle à ça... en 2003, vous savez, à Québec, il y a les mérites d'architecture de la Ville de Québec. OK. Et il y a eu un changement de direction là, entre la naissance de l'Église et sa mise en opération. Et à ce moment-là, donc on avait déposé le projet au mérite d'architecture de la Ville de Québec. Et ce soir-là, on a remporté 3 prix. Oh! Ouais. Alors, pas deux, prix 3. recyclage, prix du public, puis le grand prix du jury. Je pense qu'à ce moment-là... Pour l'école de cirque, pour la conversion de l'école de cirque, quand même. Oui. Puis le prix le plus... à la fois, le prix du public, ça nous touchait beaucoup parce que ça dit les gens l'ont adopté. Ça, c'était quelque chose. Puis le Grand Prix du jury, c'était la consécration de donner l'exemple, de dire voilà ce qu'on peut faire avec nos églises, voilà comment on peut en revitaliser certaines. Et c'est ça la curiosité de l'affaire, c'est que le nouveau directeur, qui était Yves Neveu à l'époque, et on est monté on s'était jamais rencontrés. On s'est rencontrés sur la scène pour recevoir les prix ensemble. Et je parie qu'il y avait une cravate rouge. Ah, ça, je m'en souviens plus. Mais alors, ça a été la poursuite. De toute façon, avec les administrations successives, on a toujours eu on a gardé un lien très fort, là, parce que c'est justement on vous disait tantôt en introduction, les projets
qui nous plaisent le plus, ce sont des projets qui ont une portée sociale, qui ont un retentissement dans la communauté, puis pour lesquels on sent qu'on fait une différence, là. C'est pas juste de l'architecture qu'on fait pour soi-même puis pour flatter notre ego, là. C'est vraiment d'être capable de prendre le pouls d'un changement là, qui survient dans la communauté. Oui. Alors, les partenaires intéressants, les projets intéressants, c'est avec les partenaires intéressants, hein? Oui. Pour te citer. Oui, et c'est ça. Alors, autant dans les activités d'inauguration successives ou quoi qui ont eu lieu que les représentations de cirque, notre bonheur, c'est quand même de voir que actuellement, il y a un beau problème, là, on manque d'espace. Alors, c'est de voir... C'est un signe de progrès et de défi, hein, ouais, aussi. Mais un succès de projet, de communauté aussi, là, et d'adhésion de la communauté. Évidemment, comme chaque projet, il y a toujours le syndrome du pas dans ma cour, là. Au début, les gens du quartier redoutaient l'accroissement de la présence véhiculaire, de stationnement, etc. Ouais. Puis, au final, ça s'est beaucoup apaisé. Pendant le chantier, on a eu, avec la configuration de Limoilou, on a eu la chance d'avoir d'innombrables surveillants de chantier. Alors, les résidents des alentours s'installaient sur leur balcon. OK. et ils surveillaient le chantier pour nous. OK, ça, c'était après que... pendant les différents chantiers qui sont mais survenus, ça, c'était après que Pierre était passé, parce que Pierre, étant donné qu'il restait dans le quartier, lui, sa routine... Je ne sais pas s'il l'a fait. Oui, en fait, oui. À tous les matins, je marchais vers le bureau, puis je surveillais les multiples chantiers, oui. C'était pratique, c'était le chantier, était dans ma cour. J'acceptais, je voyais j'étais en mesure de voir le produit final, ce qui fait que j'étais mieux à même d'accepter les nuisances, les petites nuisances de travaux. Bon, c'est bien pratique. Puis les gens du quartier, eux, ils veillaient au grain aussi. Oui, absolument. En fait, c'est un spectacle pour plusieurs. Ben oui. De voir de la machinerie et de voir... Surtout une église, parce qu'il y a des gens qui ont fréquenté cette église-là. Oui, absolument. La voir se transformer. C'est ça. Leurs enfants ont été baptisés dans l'église, etc. C'est ça. Fait que... C'est ça, là. Bon, là, on est rendu première inauguration, deuxième inauguration. Est-ce qu'il y a eu une troisième inauguration? Ou à chaque étape, il y a une... Alors, la prochaine, ça va être quand? Parce que là, la prochaine étape de l'école, qu'est-ce que c'est, là? Parce que là, ça continue, là. L'école continue, se développe et les projets... architecturaux qui concernent l'école, ils sont là aussi. Donc, en 2014, c'est là qu'on a imaginé l'agrandissement sur la 7e rue. OK. On l'a imaginé, on demandait 3 nouveaux studios, des espaces administratifs, des vestiaires, tout ça pour un studio de 10 mètres de haut pour faire de la voltige. Donc, tout ça prendrait place... sur la 7e, comme Bernard le disait, longitudinalement à la rue, donc perpendiculaire au transept sud. Et donc, c'est un projet magnifique, mais dont l'estimation était de 8 millions. Donc, quel chiffre revient? C'est vraiment 8 millions, 8.0. C'est 8 millions 39 000 $. C'était drôle, les coïncidences. On peut voir des chiffres comme on en veut maintenant qu'on s'est fait dire que... Bref, l'agrandissement, donc promotion pour aller chercher les sous pour ça. 8 millions, c'est un gros budget. Donc, quelques années plus tard, en 2019, on nous demande de faire l'audit technique, comme je disais tantôt, voir les travaux pour le presbytère. Donc, l'école de cirque projette... Il est situé, lui, généralement, il est assez proche. Hein, sur la 8e. OK, d'accord. Sur la 8e, oui. Il est même lié par une passerelle. Une passerelle, oui. Qui a été obturée avec les travaux. Okay. Il n'y a plus de contact du tout. Il y a même un emmarchement qui a été rempli de béton. Bref, la passerelle est rendue un local de rangement. Donc, si on veut récupérer le presbytère, il faut réhabiliter la passerelle. Donc, des travaux là. C'était la coopérative des Deux Rives qui opérait encore au rez-de-chaussée.
Puis, au deuxième étage, c'est des bureaux. 1, 2, 3 go, Limoilou opère là, au deuxième. Donc, on nous demande, faisons l'audit technique, voir les travaux. On est intéressé d'acquérir le presbytère de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Alors, on fait les travaux, on établit les travaux. Là, le budget n'est pas aucun lien avec le chiffre 8. OK. Mais c'est quand même des travaux d'1,9 million. OK. Parce que c'est un vieux bâtiment, il a besoin d'amour. Le troisième étage n'est pas conforme aux normes, donc on ne peut pas l'occuper tant que de nouvelles issues ne sont pas faites. Et des travaux de restauration, de toiture. Il y a du cuivre, il y a des fenêtres à remplacer. Petite parenthèse, question. Oui. Est-ce qu'il y a aussi dans le presbytère des éléments comme, par exemple, dans l'école, il y a des espèces, j'appelle ça des rosaces, là, mais c'est des formes circulaires avec, qui sont vraiment ornementales, mais souvent, dans les églises, quand il y a des formes comme ça, on appelle ça des rosaces, il y a des vitraux. Oui. Mais là, Oui. actuellement, c'est décoratif, c'est opaque, mais c'est très joli, là. C'est que, à l'origine, dans le fond, l'Église, dans son évolution, après 1930, elle a quand même été agrandie avec la chapelle mariale, Oui. qui est à l'arrière, qui sert Que tu connais bien. Oui, Bernard s'est marié dans la chapelle de l'école de cirque. Oui. Ça fait partie de choses dont il est le plus fier pendant la réalisation de ce mandat. Non, mais ça montre mon attachement Oui. au projet sur lequel j'ai travaillé. Mais donc, c'est ça, l'agrandissement, c'est la construction de cette chapelle à l'arrière de l'église et d'une sacristie aussi qui la surmontait, a fait en sorte que on est venu masquer là, les rosaces qui étaient autrefois dans le cœur de l'église, puis qui ont dû être obturées vu qu'on avait fait un agrandissement derrière. Là. D'accord. Bon, donc, revenons au presbytère. Oui, donc des travaux majeurs. Derrière le presbytère, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des éléments d'architecture qu'on n'en a pas tant? Pas beaucoup. Okay. Il y a quelques lucarnes dans le toit mansard. Il y a, la galerie qui fait deux côtés très belle avec l'ornementation et tout ça. Donc, qui dit ornementation dans le bois dit... ça coûte cher quand même de rénover tout ça à l'identique. Parce qu'il y a beaucoup de dentelle. Donc, des travaux assez chers. Donc, là, depuis 2009, l'administration de l'école de cirque tente de trouver le budget pour faire ce projet-là. Le rez-de-chaussée, qui étaient les salons funéraires, sont voués à devenir des salles de classe théorique. D'accord. En espérant que les gens ne mourront pas d'ennui dans ces salles, dans ces salles théoriques-là. Puis le sous-sol, qui était le point de vente de cercueils, là où tous les cercueils étaient affichés pour aller choisir le nôtre. Donc, deviendraient les vestiaires. Des vestiaires pour le côté collégial. D'accord. Oui, et donc, c'est ça. Le rez-de-chaussée, on prévoit y mettre aussi une salle de rencontre pour les étudiants. Puis l'étage demeurerait administratif, là, avec les locaux de 1, 2, 3, Go, Limoilou et resterait. Et on pourrait récupérer le troisième étage, si on le rend conforme, pour des bureaux administratifs de l'école de cirque. D'accord. C'est le projet là, qui est présentement sur... Est-ce qu'il y a un échéancier pour ça ou pas encore? On est en demande de subvention. On aide, on accompagne l'école de cirque pour mousser ce projet-là parce que ça doit être voir vraiment, se réaliser. C'est ça, des démarches importantes. C'est long. Donc, c'est là qu'on en est. Il y a un petit bout qu'on a oublié. Oui. Sur la ruelle, à l'arrière de l'église, il y a un garage atelier. Le garage de M. le curé. Contemporain. Non, il y avait les garages de M. le curé. Oui, les garages. Il y avait, je pense, 3 cases de voiture. Ouais. Okay. Puis, il n'y avait rien à faire avec ça. C'était vraiment une construction très sommaire. Et comme c'est accolé au cœur de l'église et donc le lieu aussi qui est plus propice aux représentations. Dans le projet, on a aménagé ce garage entrepôt
je dis garage, c'est plus atelier là, et lieu de réception de marchandises, atelier d'ébénisterie. Alors, tout ce qui doit être fabriqué, vous savez, décor ou éléments, peut être construit à cet endroit-là, puis acheminé dans l'église. Fait que ça, c'est comme la partie contemporaine, là, extérieure, visible, sur la ruelle. Visible et invisible, au cœur de la ruelle. C'est ça, de la ruelle. Encore faut-il passer par la ruelle, mais bon, c'est un détail quand même qui est important parce que ça donne une autonomie. C'est un autre organe aussi, là, qui s'est greffé. Fait que vous voyez, au fil des années, c'est une espèce de consolidation avec... On agrandit derrière pour faire l'atelier, on agrandira éventuellement pour faire l'extension des espaces de cirque, puis le presbytère, l'ancien presbytère comme lieu d'enseignement. C'est ça. Donc, la notion de progrès est présente tout le temps, de développement, de progrès, d'adaptation. Le garage dont Bernard parle a été construit dans les travaux de 2010-2011, avec la toiture et le parvis et les fenêtres, les gros travaux, là, les plus gros travaux d'enveloppe que l'Église connaît. Oui. Puis maintenant, de quoi dans cette magnifique réalisation qui est la conversion de l'Église en école de cirque, de quoi êtes-vous le plus fier? Une petite ou grande chose, là? Vas-y donc, Bernard. Bien, assurément... À part être marié dans la chapelle, là... ça a été très amusant parce qu'on est tombé sur une magnifique journée d'été, puis on servait le champagne à l'entrée de l'église, puis on est sorti sur le parvis pour faire une photo et on avait pris soin de distribuer un nid de clown à tout le monde pour la photo. Alors, un petit pied de nez à l'ancienne vocation et à la nouvelle. Mais au-delà de ça, je pense que j'en parlais tantôt, le succès social, l'appropriation. J'ai amené moi aussi mon fils qui ne s'est pas avéré être un artiste de cirque, mais qui est un skater accompli. Alors, il y a du skate dans le cirque maintenant. Ça contemporain, là. Il y a eu une part d'apprentissage utile. Mais donc, c'est ça, c'est ce succès tu sais, il y a ce petit côté, quelquefois, marginal des gens qui pratiquent le cirque, des gens qui ont plus une âme d'artiste, qui s'inscrivent pas nécessairement dans le fil normé de l'éducation. Et je trouve que de pouvoir permettre à ces gens-là de se réaliser à travers peut-être ce qui sera une étape de leur vie ou même leur carrière, ça, je trouve ça vraiment fantastique. Puis, en plus, tu sais, il y a toute cette valorisation par l'effort, la prestation, puis ensuite les représentations. Là. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont évolué à l'école de cirque qui font une carrière internationale maintenant. Et qui ont fondé des compagnies. Oui. Alors, c'est ça, il y a cet effet creuset, là. Incubateur. Et voilà. Puis aussi rayonnement positif dans les Limoilou, activités, dynamisation aussi du quartier. Quand j'ai commencé à habiter dans les Limoilou en 93 et on était là, j'étais jeune, et il y avait toute cette énergie de gens qui reprenaient des triplex, qui les transformaient, qui aménageaient les ruelles. On était dans ce mouvement de vitalité. Puis bon, le Limoilou qu'on vit actuellement, il est toujours magnifique. J'y habite plus, mais on vient régulièrement. Bon, Pierre, de quoi es-tu le plus fier? Moi, je pense que c'est familial aussi, là. c'est d'avoir donné à mes filles la chance d'habiter autour de l'école de cirque, de l'avoir utilisé, les soirées de spectacle, quand je venais, à chaque année, on y allait en famille, puis là, les filles disent « Ah, papa, tu as travaillé sur le projet. » Fait que là, c'est toujours une notion de fierté, là, que tes enfants reconnaissent là, ton travail. Mais c'est ça, c'est d'avoir mis une brique là, dans l'échafaudage, puis la popularité du cirque, puis l'effervescence du cirque dans la région, là. La place publique, l'ouverture l'ouverture de cette façade-là qui était un petit peu austère sur l'activité de cirque intérieure, c'est quand même
du design urbain dont on est fier. Puis, j'ai pas participé à la première phase, parce que j'étais pas chez ABCP, mais le bureau est fier de cette réalisation-là qui est reconnue là, pour un recyclage d'églises au Québec. Donc, de faire partie de cette aventure-là. De cette belle réalisation. Et pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez à l'École de cirque de Québec? Évidemment, c'est l'agrandissement sur la 7e. L'agrandissement avec les 3 méga studios. Ça serait fantastique. Là. Le projet, on l'a imaginé, on l'a illustré. On a fait de belles images, des présentations pour le faire. Mon souhait, ce serait que ce projet-là se réalise, que ça compléterait vraiment l'offre de cirque à Québec. Bernard? Ben, que l'école continue d'être appuyée bon, évidemment, avec la diversification en enseignement, autant auprès des jeunes que maintenant avec le collégial, ben, c'est intéressant parce que je pense que ça permet aussi un certain équilibre là, entre des revenus et des services rendus, mais que c'est ça, que l'école continue d'être appuyée par la ville, par le quartier, ça j'en ai comme la conviction, là, pour... parce que, justement, sa portée sociale est vraiment remarquée. Et remarquable. Oui, effectivement. Puis notable, et je pense que c'est pas un art qui est appelé à disparaître. Là. Au contraire, bien au contraire. Parce qu'il évolue, il se transforme. Ouais. Oui, ben écoute, merci beaucoup à vous deux pour votre présence, pour votre beau travail, votre expertise, pour la conversion de l'Église en école. Et puis, ben écoute, le meilleur pour l'avenir de ABCP et de vos projets et la réalisation de la prochaine phase de développement. On a nommé 2 directeurs à ce jour dans l'école, mais on tient à saluer aussi Tim Roberts, qui est actuellement aussi celui qui porte ce projet. La continuité du projet, alors c'est un autre grand artisan de l'école de cirque. Un interlocuteur important dans le projet. Bon, mais merci encore à vous deux. Merci, c'était un plaisir.